Allô tout le monde, bonsoir, puis bienvenue ce soir à notre webinaire sur Introduction au TSAF. On est ici ce soir avec Maria Desroches du Centre d'Excellence qui va nous parler. J'ai une couple de choses à discuter avec vous avant qu'on commence la présentation, mais après, on pourra commencer. Donc, comme j'ai dit, je dis bonsoir. Moi, je m'appelle Patricia Estebrooks et je serai votre animatrice ce soir. Avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour souligner que nous, la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l'adoption, sommes une entité provinciale. Nous reconnaissons que nous travaillons sur le territoire traditionnel non cédé des Wolastoqiyik, des Mi'kmaq et des Passamaquoddy. Ce territoire est régi par les traités de paix et d'amitié que ces nations ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Ces traités ne portaient pas sur la cession de terres et de ressources, mais reconnaissaient les titres des Mi'kmaq et des Wolastoqiyik et établissaient les règles de ce qui devait constituer une relation permanente entre les nations. Nous, le personnel et les membres du conseil d'administration, témoignons notre respect aux anciens, passés et présents, et aux descendants de cette terre. Nous rendons hommage aux gardiens du savoir et sollicitons leurs conseils dans nos efforts pour établir des relations plus étroites avec les populations autochtones du Nouveau-Brunswick. En tant qu'organisme axé sur les enfants vulnérables du système de prise en charge, nous exprimons ces mots avec humilité et espoir. Donc, ce soir, notre objectif est vraiment de vous informer un peu sur le trouble d'alcoolisation fœtale. Et nous avons la chance d'accueillir Maria Desroches avec nous qui va nous aider à mieux comprendre le sujet. Avant de commencer, je veux vous rappeler que la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l'adoption est un organisme sans but lucratif qui travaille à promouvoir et défendre les intérêts des enfants pris en charge de façon permanente par la province. Notre vision est que chaque enfant ou jeune pris en charge de façon permanente par la province trouve une famille permanente. Maintenant, je peux vous parler un petit peu des programmes qu'on a qui s'en viennent, mais la meilleure chose à faire vraiment pour vous informer sur les choses qu'on a disponibles, c'est d'aller à notre site web qui c'est www.nbadoption.ca. Et vous pouvez là trouver toutes les rencontres qu'on a disponibles. Vous pouvez vous inscrire. Mais je veux vous dire que Heather, qui peut faire un coucou, là, c'est elle l'animatrice de nos deux groupes de soutien francophones. Elle anime Vivre l'attente, que c'est un groupe pour les personnes qui sont en attente d'adoption. C'est vraiment pour vous aider à vous préparer à accueillir un enfant, à vraiment comprendre le parcours de l'adoption, les démarches à suivre et juste à entendre parler des parents qui ont adopté, des enfants qui ont été adoptés, des jeunes pris en charge, etc., pour vous donner une bonne expérience de qu'est-ce que ça va être quand ça sera votre tour d'être parent. Donc ça, c'est le groupe Vive l'attente. Et ensuite, on a notre groupe Plus fort ensemble, que c'est vraiment un groupe d'entraide entre parents. On vous met ensemble, que vous soyez en attente ou parents adoptifs, parents d'accueil ou parents substituts ou kinship. Et c'est vraiment pour un échange, pour se soutenir, pour que vous puissiez connecter avec d'autres mondes qui vivent les mêmes défis ou les mêmes succès que vous aussi. C'est vraiment une façon de pouvoir partager comme ça ensemble. Donc ça, c'est les deux groupes principaux qu'on a en français. Mais si vous voulez voir plus de choses que nous avons, je vous encourage d'aller visiter notre site web. Ensuite, je dirais, pour profiter au maximum de la présentation, je vous conseille de passer en mode Speaker View. Et là, vous pourrez bien voir la conférencière et la présentation. Aussi, je vous dis, n'hésitez pas d'utiliser la fonction chat pour poser des questions ou partager des commentaires tout au long du webinaire. Et vous pouvez aussi utiliser le bouton lever la main qui est en bas de l'écran si vous avez une question à poser. Si vous suivez la présentation en direct sur notre groupe Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et on les posera pour vous. Sachez qu'après la présentation, on coupe la vidéo en direct pour faire la séance de questions et réponses. Si c'est quelque chose qui vous intéresse à surveiller ou à partager, on vous encourage la prochaine fois de vous inscrire pour participer au webinaire par Zoom. Parce que cette partie-là du webinaire, c'est plus privé, c'est confidentiel, donc on l'enregistre pas.
Et puis, à la fin du webinaire, vous allez voir que quand vous fermez, vous allez avoir un court sondage. Ça serait super si vous pouviez y répondre. C'est juste quelques questions, mais ça nous aide vraiment à améliorer notre travail si vous pouvez faire ça. Donc, maintenant, je vais vous passer à Maria. Maria est coordonnatrice éducative au Centre d'excellence du TSAF du Nouveau-Brunswick. Elle a plus de 10 ans d'expérience et elle soutient avec passion les personnes touchées par le TSAS et leurs familles en veillant à ce qu'elles reçoivent l'aide nécessaire. Maria est une infirmière auxiliaire certifiée en thérapie de la réalité. Maria allie à ses connaissances cliniques à son rôle d'éducatrice pour offrir des informations claires et fiables. Et elle s'implique aussi activement dans sa communauté à travers du bénévolat. Et dans sa vie personnelle, elle a été maman d'accueil de plusieurs enfants avec ou sans TSAF. Ceci reflète son grand cœur, donc elle comprend vraiment notre communauté. Alors, comme j'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions et à participer pendant la discussion. Alors, Maria, je te passe la parole si tu veux partager ton écran. Voilà. Merci tout le monde. Ah, une chose à rajouter, excusez, si jamais vous avez des problèmes techniques aussi, Heather est là. Vous pouvez poser des questions dans le chat, puis Heather vous aidera si c'est nécessaire. Je m'excuse. Voilà, je te laisse, Maria. Parfait. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je veux vraiment que ça soit interactif. Je veux que vous soyez confortable de poser des questions parce que c'est comme ça qu'on apprend. Puis si vous autres, vous avez une question dans la tête, bien, il y en a d'autres qui ont la même question aussi. Donc, mes objectifs pour ce soir, je veux que vous aider à mieux comprendre le TSAF et les effets de la consommation d'alcool pendant la grossesse, acquérir des connaissances pratiques pour prévenir le TSAF, identifier les caractéristiques principales et les conséquences secondaires associées avec le TSAF, apprendre à reconnaître les symptômes principaux du TSAF et comprendre les difficultés qui peuvent être associées au TSAF, adapter les attentes envers son enfant et découvrir des stratégies concrètes et favoriser son développement et son bien-être. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut. Donc, c'est quoi le TSAF? Le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. C'est ça le terme diagnostique utilisé pour décrire les impacts au cerveau, puis tout le corps de la personne exposée à l'alcool avant la naissance. Le TSAF, c'est un handicap permanent puis qui ne se guérit pas avec le temps. Les personnes atteintes du TSAF, ils vont connaître des défis significatifs dans leur fonctionnement de tous les jours et auront besoin de support continu dans les domaines suivants: les habiletés motrices, santé physique et mentale, l'apprentissage au niveau de la mémoire, de l'attention, de la communication, la régulation émotionnelle, ainsi qu'au niveau des habiletés sociales pour tenter de maximiser leur plein potentiel et à être capable d'atteindre du succès en fonction de leurs forces et de leurs défis. Chaque personne atteinte du TSAF est unique et présente à la fois des forces et des défis. Ce qu'on ne savait pas avant, on pensait que le TSAF était juste, le dommage était juste au cerveau, mais là, on sait que ça affecte tout l'ensemble du corps. On ne réalisait pas à quel point, mais il y a une recherche qui a été faite, puis ils ont découvert qu'ils ont contacté toutes les personnes à travers le Canada qui étaient adultes et qui étaient atteintes du TSAF pour voir s'il y avait d'autres symptômes physiques. Donc, l'eczéma, 2,7 fois plus élevé, l'arthrose, 3,7 fois plus élevé, l'as, 4,7 fois plus élevé, des malformations cardiaques congénitales, 11,7 fois plus élevé, streptocoque, donc des infections de gorge, 11,8 fois plus élevé, les pneumonies, 21,5 fois plus élevé, les fentes palpatines, 26 fois plus élevé. Ça, c'est, comment on appelle ça, cleft palate. Puis des infections d'oreilles, 146 fois plus élevées que la population normale. C'est, vous voyez à quel point, quand les enfants disent qu'ils ont des bobos ou qu'ils se sentent, qu'ils ont des symptômes, il faut vraiment regarder tout le physique de l'enfant. Parce qu'on a des enfants qui n'ont pas de sensation de mal, ils ne sentent pas leur corps.
Ça fait que c'est pas évident d'identifier la cause des symptômes que les enfants vont avoir. Ce qu'on sait du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, la prévalence est de 4%. C'est ça la dernière étude qui a été faite, c'est 4%. Ce qui veut dire que 1,6 million de Canadiens seraient atteints. C'est estimé que plus de 250 enfants naissent chaque année au Nouveau-Brunswick avec le TSIF. Puis gardez en tête qu'avec la COVID, il y a une recherche qui a été faite, puis on sait que la consommation d'alcool pour l'âge de procréation pour les femmes a augmenté de 32%. Plus de 34 000 personnes pourraient être atteintes dans notre province. Et puis ça, c'est des nombres qui sont assez conservateurs. On pense que c'est possiblement même plus. Le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale est reconnu comme la principale cause d'handicap développemental dans le monde occidental. C'est 2 fois plus commun que l'autisme. Puis, je sais que vous connaissez tous quelqu'un qui a un diagnostic de l'autisme, mais le TSIF est quand même 2 fois plus commun. 17 fois plus commun que la paralysie cérébrale, 29 fois plus commun que le syndrome de Down, puis 40 fois plus courant que le syndrome de la Tourette. Juste pour vous donner une idée de comment commun qu'est le TSIF. L'impact économique est gros aussi. C'est très coûteux pour les parents, les aidants et les familles, le système de santé, le système de services sociaux, le système d'éducation, le système de justice, les individus eux-mêmes, puis on dit que cela coûte 9,7 billions de dollars par année au Canada. La consommation d'alcool et les grossesses non planifiées. On dit que 45,5% d'adultes canadiens rapportent avoir consommé de l'alcool au cours des 7 derniers jours, la dernière semaine. Les grossesses non planifiées sont plus élevées de 60%. Fait que, vu le gros taux de consommation, puis le gros taux de grossesse non planifiée, c'est encore plus un risque d'avoir une grossesse qui pourrait avoir un enfant qui va naître avec le TSIF. 10 à 15% des grossesses au Canada sont exposées à l'alcool. Les lignes directrices canadiennes sur la consommation d'alcool, une canette de bière, qui serait comme 5 onces d'alcool chic. Il y a quelqu'un qui me disait que maintenant, il y a de la bière que tu peux même avoir 7%. Ça, je ne l'ai pas ici, mais 5% de canette de bière, une canette de 12 onces, OK, serait considérée une consommation. Pour le fort, c'est 1,5 onces, puis ça serait du fort à 40%, qui serait considéré une consommation. Puis l'autre, c'est 12% d'alcool pour le vin, c'est 5% d'alcool. Fait que ça, là, ça serait comme le fond du verre de vin. Fait que si vous considérez comment de consommation qui est faite, pour les femmes, une binge, qui voudrait dire une consommation à risque, c'est 2 consommations, puis pour un homme, une binge est considérée 3 consommations. Dans un verre de vin, on peut dépasser puis avoir la binge. Ça fait que, surtout, la chose qu'on dit que c'est, il y a des médecins qui disent encore que c'est correct d'avoir un verre de vin, c'est 0 alcool qui est recommandé. Alors, pourquoi c'est que les parents consomment de l'alcool? La consommation de substances chez les femmes est souvent liée à toute une série de problèmes. Ils ne savent pas qu'elles sont enceintes. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Problèmes de santé mentale, des abus sexuels. La consommation d'alcool est la norme dans leur groupe social. Puis même au jour d'aujourd'hui, c'est pas juste la norme, c'est presque une attente. Allez à un party puis disez que vous n'allez pas consommer. Vous avez cette pression-là, ben comment tu vas boire un verre, tu sais? Fait que il y a beaucoup de pression sociale pour consommer. Problèmes de santé physique, des traumatismes, des défis liés aux déterminants sociaux de la santé, la sécurité alimentaire, faible soutien social, pauvreté profonde, conditions de vie précaires, l'itinérance, le chômage,
Fait que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de risques. Le plus grand risque pour les femmes, le plus grand défi pour les femmes d'aller chercher de l'aide, c'est la honte et la culpabilité, le traumatisme, la peur que leur enfant leur soit enlevé, la peur d'un traitement préjudiciable, les sentiments de dépression, de faible estime de soi, la croyance qu'ils peuvent changer seuls, sans aide ni soutien, le manque d'informations et de services accessibles, puis les listes d'attente pour les services de traitement. On sait que maintenant, la priorité est chez les femmes enceintes, mais c'est quand même difficile pour les femmes. Alors, pourquoi la consommation est-elle si acceptable? C'est devenu la norme, comme on disait. Mais il y a aussi tellement d'occasions de consommer. Tu sais, comme ici, l'exemple, c'est des mariages, des célébrations. C'est vendredi. On a même commencé à nommer les occasions. Pas juste vendredi, c'est vendredi. Puis toute autre occasion qu'on a de consommer. Les jeunes sont influencés par ce qu'ils pensent que leurs pères font. C'est la pression des pères, ils veulent faire comme les autres. L'alcool semble plus glam, surtout l'histoire du verre de vin, les 5 à 7. L'alcool est en corrélation avec la relaxation aussi. On pense qu'après une grosse journée, c'est ça, on veut consommer. Là, j'ai de la misère à voir le bout de mon écran. Pourquoi? Vous devinez. L'alcool, c'est une toxine et un tératogène. C'est comme une poison qui traverse facilement le placenta, puis ça cause des dommages au fœtus en développement à tout moment de la grossesse. Fait à n'importe quel moment que la consommation est faite, puis même que la recherche commence à montrer que le fœtus va baigner dans l'alcool, dans l'eau amniotique, plus longtemps même que nous, les adultes. Mais si tu penses à un fœtus qui est tellement petit comparé à une personne adulte, je pense que c'est jusqu'à 48 heures que le bébé peut baigner dans voyons, le liquide amniotique qui est affecté. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça peut causer des morts-naissances, qu'on appelle des stillbirths, des fausses couches, des retards de croissance intra-utérine, naissance prématurée, insuffisance pondérale à la naissance, qui veut dire un plus petit poids, puis aussi, malheureusement, qui peut causer le TFR. Donc, ici, j'ai une vidéo qu'on va voir si ça va marcher. J'aurais dû dire ça dès le début. Le vidéo, il est en anglais. Je vais m'excuser dès le début. On a très peu de ressources en français à date. Puis celui-ci, je l'aime beaucoup. Welcome to Module 1. In today's session, we will be introducing the effects of prenatal alcohol exposure on the developing brain. Our objectives are to explain that due to the teratogenic or toxic properties of alcohol, prenatal exposure to alcohol leads to brain injury that is scattered across areas of functioning related to the progression or hierarchical way that the brain develops. The impact of alcohol on the developing brain affects individuals differently, and this means that making predictions about specific strengths and challenges can be difficult, both within and between affected individuals. However, we do know, based on the pattern of brain growth, that the greatest areas of difficulty will typically be in regions of the brain that are further from the brainstem. We would like you to note 3 core messages when considering prenatal alcohol exposure and the process of brain development. First, that alcohol is a teratogen. Second, that the brain grows from bottom to top. And third, because of the way the brain grows, some regions are more impacted by alcohol than others. We will explain each of these 3 core messages further. Alcohol is a teratogen, which means 2 things. 1, that alcohol can cross the placental barrier. And 2, alcohol is capable of interfering with the development of the growing embryo and fetus. Although exact amounts of alcohol exposure needed to impact the developing brain are unknown, exposure to alcohol during pregnancy can impact development and can lead to a fetal alcohol spectrum disorder,
It is the pattern of injury to the developing brain and the resultant impact on function that will be considered in the course of this and the following modules. The brain grows from bottom to top. It begins as a tube, and it is from this tube that brain cells move upward and outward to gradually build the brain. Another way to think about brain growth is that it is like a cauliflower. Beginning with the stem, the brain grows upward and outward. To support the way the brain grows, first glial cells, the support cells of the brain, begin to move upward and outward, branching off from the tube, essentially forming scaffolding that supports the movement of the brain cells. The brain cells, called neurons, climb up the scaffolding, moving to a specified location, and in some cases, replicating to form more neurons. Some neurons have a short journey, others have a long journey. When alcohol is introduced to the process of brain growth, it may disrupt the cells in many ways, damaging the basic scaffolding, confusing the neurons so they are unsure of where they need to go, and/or killing the neurons themselves. Which specific neurons are impacted depends on the timing and the amount of alcohol exposure. Consequently, the impact to the developing brain is diverse and scattered. Because damage is so variable, it is difficult to predict what challenges a specific individual with an FASD may face. And it is important to remember that understanding one individual may not provide insight into another individual with an FASD. Similarly, what may be a useful support to one person may not work with another. As a result of the variable pattern of impact caused by prenatal alcohol exposure, it becomes crucial that we are able to respond to the needs of each individual in a flexible, adaptive way. A recipe card approach will not be effective. Rather, we need to be prepared to be versatile in our interactions with individuals with an FASD. Although the impact of prenatal alcohol exposure on the brain is highly variable, there are some areas of brain function that are more vulnerable to the impact of the alcohol. Consider the upward and outward progression of the neurons and glial cells that was just described. Which neurons may be more vulnerable to the exposure of alcohol? Those traveling a short distance or those traveling a long distance? The correct answer is those with further to travel, as there is a greater likelihood of misdirection and greater dependence on lower-level systems to function effectively. The regions farther from the center are often referred to as higher cortical functions and include functions such as problem solving. Our basic functions, heartbeat and breathing, are in the lowest region. In the middle are many of our species' survival components, including our fight and flight responses, as well as our sexual drive. Thus, in FASD, we find the basic systems intact, and the middle systems, also known as the limbic systems, generally functional, but the higher systems required to manage those limbic systems, for example, management of a desire to fight to defend, are most affected. So, an individual with FASD may be very good at protecting themselves from a perceived threat, either by fighting or running away, but may not be as good at determining whether something really is a threat, or deciding how best to respond to that threat given a specific context. Responding to an unintentional bump in a shopping mall or school hallway with a punch may reflect this misinterpretation of threat and a poor threat response. And this behavior is a reflection of injury to the brain, not an indication of mean or oppositional behavior. Thinking of the brain this way requires us to change our perceptions so that we can support alternatives rather than punish an individual for behavior that resulted from brain injury from prenatal alcohol exposure. In Module 1, we have provided a brief introduction to the effects of prenatal alcohol exposure on the developing brain. 3 core messages covered in this module were: first, alcohol is a teratogen. Second, the brain grows from bottom to top. And third, because of the way the brain grows, some regions are more impacted by alcohol than others. Although exact amounts of alcohol exposure needed to impact the developing brain are unknown, exposure to alcohol during pregnancy can impact development,
and can lead to a fetal alcohol spectrum disorder. How the developing brain is impacted depends on the timing and amount of alcohol exposure and is therefore highly variable. As a result, it becomes crucial that we are able to respond to the needs of an individual in a flexible, adaptive way. For example, individuals with an FASD may have adequate limbic system functioning related to the fight or flight response and sexual drives, but they struggle with higher cortical functions related to things like emotional problem solving and behavior management. In the next module, we will explore brain functioning and FASD a bit further and explain how a process-based approach to understanding behavior is helpful when responding to individuals with an FASD. Bon. Entre les substances que vous pensez qui pourraient être néfastes chez les fœtus, il y a l'alcool, le cannabis, la cocaïne puis l'héroïne. Quelle substance que vous pensez qui a le plus grand impact sur le fœtus? Je continue. Juste pour vous donner une idée, donc avec ceux qui en ont deux, c'est des effets importants, comme juste avec une étoile, c'est juste l'effet aussi. Donc, pour la croissance fœtale, la nicotine peut avoir un effet, c'est que ça va faire le bébé va naître avec un poids, un plus petit poids, mais l'alcool, comme vous voyez, a plus d'effets. La marijuana, les opioïdes, la cocaïne aussi, puis la méthamphétamine aussi. Mais juste pour vous donner une idée, c'est l'alcool qui a le plus gros impact pour les fœtus puis les bébés. Donc, ça affecte la croissance, les comportements, la cognition, au niveau du langage aussi, ça peut. J'avais pas traduit celui-là. Les plus gros facteurs de risque, c'est lié à une quantité excessive d'alcool, le moment de l'exposition pendant le développement. Parce que, dépendant quand c'est la consommation sur fait, c'est à ce moment-là, la partie qui serait en développement chez le fœtus, ça veut dire que c'est à ce moment-là que l'alcool va affecter la croissance ou le développement de cette partie-là. D'autres facteurs qui peuvent également affecter, tels que le stress, l'âge du parent biologique, le tabagisme, la consommation d'autres drogues, la nutrition, c'est sûr que ça a un effet aussi. Il n'existe aucune quantité d'alcool qui est connue qui soit sans risque pendant la grossesse. C'est pour ça qu'on dit zéro alcool. Parce qu'il n'y a aucun type d'alcool non plus qui peut être consommé sans risque pendant la grossesse, puis aucun moment qui est sûr. Non plus. Ça fait pourquoi que les personnes consomment, c'est le manque d'éducation, puis de conscience des risques, qu'ils ne savent pas que les risques sont tellement élevés. Les parents sont incapables de décisions éclairées. La santé maternelle, la nutrition, facteurs maternels préexistants aussi, consommation de substances pendant la grossesse, l'âge de la mère aussi, facteurs environnementaux, les prédispositions génétiques et épigénétiques, puis le manque de soins prénataux. L'alcool affecte tout le monde, puis personne n'est à l'abri des risques. Avant, on pensait que la consommation d'alcool appartenait à certaines cultures où les jeunes consomment plus, mais là, on sait que ça appartient à monsieur, madame, tout le monde. Les perceptions concernant la consommation d'alcool pendant la grossesse, bien qu'il soit courant d'associer l'exposition prénatale à l'alcool aux femmes venant des situations défavorisées, le TSAF ne discrimine pas. Toute femme qui consomme de l'alcool pendant la grossesse court le risque de donner naissance à un bébé atteint du TSAF. Mais aucune mère veut intentionnellement faire mal à son bébé. Ça fait qu'il faut y aller sans jugement. C'est probablement ça la chose la plus difficile que j'ai eue à ma job à date, fut de parler aux mères biologiques de leur consommation d'alcool, puis la peine que ces mamans-là vivent. Parce que c'est ça qui a causé le TSAF chez les enfants. Vous savez, comme mère, on est coupable de tout, on se blâme pour tout, mais imaginez-vous de savoir que
Gardez ça en tête, s'il vous plaît. Le cerveau, c'est le seul organe qui se développe tout au long de la grossesse. Ça veut dire que n'importe quel moment que l'alcool fut consommé, le bébé peut être atteint. Le système nerveux central et la moelle épinière, ainsi que les principaux organes, commencent à se développer 3 semaines après la conception. Donc, la mère ne sait même pas encore qu'elle est enceinte. Je vais vous montrer quelque chose dans une minute là. La période la plus sensible pour le dommage au système nerveux central et à la structure du visage se situe entre la 17e et la 22e journée. Donc, différents organes sont en développement en différents temps durant la grossesse. Donc, ça, je vous disais à Gilles, la dernière menstruation de la mère, elle est là. 14 jours plus tard, c'est à ce moment-là que la mère va ovuler, puis que qui vont faire l'amour, puis féconder le fœtus. Entre la 17e et la 22e journée post-conception, si la mère a consommé une fenêtre de 5 jours, c'est à ce moment-là que les tréfaciaux sont formés. OK? Maman, là, elle va juste savoir à 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines ou 12 semaines même qu'elle est enceinte. C'est pour ça qu'on dit, le mode de vie, lui, va continuer jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle est enceinte. Presque toutes nos mères qui ont eu des enfants, puis ont consommé, quand ils ont su qu'ils étaient enceintes, ils ont arrêté de consommer. Ça fait, pour ceux qui ont eu des enfants, comme Nicole, comment avancer que tu étais dans ta grossesse avant que tu saches que tu étais enceinte, si je peux demander? Te souviens-tu? Toi, t'en as 3. My God, ça fait un bout de ça. C'était pas 3 semaines, 4 semaines? Ça veut dire que au moins 3-4 semaines. Puis ça va pour tout le monde. Merci, Nicole. Donc, c'est ça. Ça peut être 6 semaines, ça peut être 8 semaines. J'ai des mamans que ça a même été plus. J'ai même, dans le temps, j'avais 2 mères qui avaient été dit qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants. Fait que le mode de vie a été loin avant d'apprendre de la grossesse. Fait qu'il faut faire attention avec les jugements qu'on fait chez ces mères-là. Les traits faciaux, que je vous parle d'eux, c'est qu'on fait la mensuration des traits faciaux. Donc, on regarde les yeux. Donc, on fait la mensuration d'un coin de l'œil à l'autre coin. Puis, la largeur, de toute la longueur, jusqu'à c'est le plus long. Puis, on fait les 2 yeux. Puis, on fait l'espace entre les 2 yeux. Fait que vous et moi, c'est comme si on a comme un 3e œil. Tout est égal. OK? Mais eux autres, c'est pas tout à fait égal. Il y a un espace plus séparé là. On regarde le philtrum, qui est l'espace entre le nez et la lèvre supérieure. Le philtrum est plus lisse, comme le numéro 5 que vous voyez dans la photo. Puis, on prend en considération les cultures, que les lèvres sont plus épaisses, puis on regarde la lèvre supérieure qui est plus mince, comme vous voyez là. OK. C'est ça qui est les traits faciaux. Puis, moins de 10% ont les traits faciaux. Donc, ça veut dire que 90% et plus de nos jeunes ont des dommages permanents de cerveau, puis on a des attentes pour ces enfants-là qui ont des gros défis pour être capables de rencontrer. Les défis principaux que pour les enfants atteints du TSR, c'est l'impulsivité, des défis à maintenir l'attention, des comportements adaptifs, puis ils ont cette dysmaturité-là. Je vais vous montrer un acétate, après vous allez voir, ça va vous aider à comprendre. Des retards de la parole et du langage, malgré qu'on en a qui s'expriment très bien, mais il faut questionner longtemps pour voir qu'ils ont peut-être pas tout à fait compris. Et ils sont sous-développés socialement. Ça fait qu'ils ont des défis au niveau social avec les pairs, problèmes de mémoire, des performances inconsistantes, puis c'est là qu'ils se mettent dans le trouble à l'école parce que l'enseignant dit lundi, il comprenait, mardi, il l'avait, mercredi, il a compris, puis jeudi, il me dit qu'il ne comprend plus. Il ne se rappelle de rien. Mais c'est vraiment ça, c'est des blancs de mémoire
que les enfants éprouvent des défis, puis c'est réel. Difficulté à maintenir l'attention, puis il y en a qui sont beaucoup mouvementés puis agités. Il y a des difficultés à faire des liens, difficultés d'abstraction et à prédire des résultats. Il y a des sensibilités excessives aux stimuli, traitement de la vitesse ralentie, troubles de sommeil, pas de notion de propriété, on les appelle des voleurs, parfois, aucune notion d'espace personnel. Il y avait un petit bonhomme, je vais vous donner un exemple au niveau du langage, j'avais oublié mon exemple, il y avait un petit garçon qui disait, vous savez, les jeans, les jeans troués, là, lui dit, Madame, vos culottes sont cassées. C'est comme ça que lui voyait le trou dans le jeans. Juste pour vous donner un exemple, un langage beaucoup plus simple, mais quand vous comprenez le TSAF, puis vous comprenez l'enfant, c'est plus facile à suivre son langage. Pour vous aider à comprendre la dysmaturité, OK? Sur cet article, vous voyez la personne a 20 ans dans le corps non, la personne a 18 ans, OK? Donc, dans le corps d'un 18 ans, mais son langage expressif, il s'exprime comme un 20 ans. Son habileté pour la lecture, c'est celle d'un 16 ans, donc il lit bien. Pour comprendre son jour à jour, c'est 11 ans. Au niveau de son concept, au niveau de l'argent puis du temps, c'est 8 ans. Ses habiletés sociales sont de 7 ans. Puis sa compréhension, puis sa maturité sociale est celle d'un 6 ans. Et ce jeune-là va graduer cette année, possiblement s'en aller à un appartement, prendre un cours. Il va peut-être signer un contrat de cellulaire, un contrat pour signer un bail pour son appartement, peut-être prendre un prêt parce qu'il voudrait s'acheter un auto, je ne sais pas, mais juste pour que vous voyez comment difficile que ça peut être pour quelqu'un qui est atteint du TSAS. Les résultats défavorables au secondaire qui arrivent, ça, c'est des choses qui arrivent sans avoir du soutien puis un bon support familial. 90% ont des problèmes de santé mentale. 43% ont des expériences scolaires perturbées. Donc, 43%, ça, c'est pour les adolescents. Pour les enfants moins de 12 ans, c'est 14%. Comportement sexuel inapproprié, 49% pour les ados, 39% pour les moins de 12 ans. Abus de substances, c'est 35%. Les démêlés avec la justice, 60% pour les ados, les plus vieux, puis 14% pour les plus jeunes. Puis aussi, au niveau correctionnel et psychiatrique, 50% pour les ados, 10% pour les plus jeunes. Ça, c'est sans support. OK? Les facteurs de protection qui vont aider l'enfant, c'est vivre dans un foyer stable et chaleureux, ne pas changer fréquemment de foyer, ne pas être victime de violence, avoir reçu un diagnostic avant l'âge de 6 ans, avoir un diagnostic aussi jeune que possible, là, avoir un diagnostic de TSAF plutôt que EAF, avoir un QI inférieur à 70 ou avoir un QI supérieur. Les signes et symptômes tout au long de la vie, au niveau des bébés et nourrissons, des choses que vous pourriez possiblement voir, il y en a plusieurs ici, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se suivre pas mal tout au long du développement de l'enfant. Pour les bébés nourrissons, enfants d'âge préscolaire, ensuite d'âge scolaire. Donc, pour les nourrissons, ils peuvent avoir des tremblements, des pleurs excessifs, des tonus musculaires faibles, haute sensibilité aux lumières, au son et au toucher. Je ne vais pas toutes les dire, là. Pour l'âge préscolaire, encore, ils ont des difficultés à passer d'une activité à l'autre, une courte durée d'attention. Ils peuvent être trop amicaux ou sociaux. Ça, c'est les enfants qui iront avec n'importe qui ou la première personne qu'ils rencontrent, c'est comme leur meilleur ami, là.
difficulté à suivre des instructions ou à faire ce qui est demandé. Il y a juste des choses là pour vous donner des idées. Pour l'âge scolaire, des retards dans la lecture et l'écriture, défis d'attention, l'incapacité à transférer les apprentissages d'une situation à l'autre, besoin d'une supervision constante. Et chez les adolescents, je vais juste en nommer une couple, ridiculisés ou victimes de moqueries par les pairs, difficultés avec la résolution de problèmes de base, ils vont répéter les mêmes règles, peut répéter les règles, mais ça ne veut pas dire qu'il peut les suivre. Donc, si vous leur demandez « Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? » Ils vont le répéter mot pour mot. Mais si vous disiez « Montre-moi », là, c'est là que vous allez savoir qu'est-ce qu'ils ont compris. Et dans la mesure du possible, quand vous leur demandez une tâche, c'est de donner une directive à la fois, puis les donner dans l'ordre dont vous voulez qu'ils les fassent. Donc, vous n'allez pas dire « Viens à la table après que tu aies été lavé tes mains ». C'est « Va laver tes mains, puis ensuite viens à la table ». Puis si vous leur demandez de faire quelque chose, mais vous assurez qu'ils ont bien compris qu'est-ce qu'était la directive. Aussi, c'est des enfants que ils veulent toujours être le boss du jeu. Ils veulent, je ne sais pas comment dire le boss en français, ils veulent contrôler le jeu. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent contrôler le jeu, c'est parce qu'ils veulent jouer, mais ils ne savent pas s'ils pourront jouer avec vos règles. Puis d'apprendre des règles comme ça d'un jeu, ça peut être très difficile. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent gérer le jeu. C'est juste pour vous aider à comprendre un petit peu plus. Aussi pour les adolescents, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à être plus motivés, faible estime de soi, puis plus de risque de dépression. Parce qu'imaginez-vous, on est dans un système, ils vont à l'école, ils sont avec monsieur, madame, tout le monde, mais ils ont des gros défis à suivre. Ce sont des enfants ils vont être très fatigués. Parce qu'imaginez-vous tout ce que le cerveau a besoin de faire durant la journée scolaire. Tout ce que votre cerveau fait pour vous autres, même de la minute que votre alarme sonne le matin, pour vous pensiez, soit que tu peux snooze, je ne sais pas comment dire snooze en français, ou que vous allez les deux pieds à terre puis vous levez tout de suite. Mais là, vous avez des décisions. Vous allez probablement à la salle de bain, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner? Déjà, votre cerveau fait déjà beaucoup pour vous autres sans même que vous réalisiez. Fait qu'imaginez-vous, avec un cerveau qui a plus de défis, ça prend plus de temps. Fait que même juste ça, je vais vous le dire après. Comme adulte aussi, ils ont des défis, incapacité à vivre de manière autonome. Mais si vous pensez à la manière que vous vous organisez, si je vous enlevais tous vos systèmes d'alarme, tous vos agendas, tous vos n'importe quoi qui vous aide à gérer votre temps, comment vous seriez capable de fonctionner? Vous aviez des défis. C'est que vous avez été capable d'aller chercher les outils que vous aviez besoin pour vous venir en aide, pour être capable de mieux fonctionner. Le TSAF est réel, puis chaque personne qui vit avec le TSAF, ils ont quand même des forces et des défis. Comprendre leurs forces et leurs besoins est essentiel pour offrir une approche respectueuse et centrée sur la personne. Cela leur permet d'être productifs, significatifs et d'avoir des buts tout en vivant une vie pleine de joie, d'amour et d'acceptation. La personne d'abord, ensuite l'handicap. Donc, c'est vraiment d'apprendre à connaître l'enfant. Lorsqu'on étiquette les symptômes comme des comportements, l'enfant est perçu comme étant le problème. Mais un comportement, en réalité, c'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Fait, quand vous avez des comportements, déjà, c'est dépassé. Si vous êtes capable d'avoir une relation puis de connaître l'enfant, vous n'allez pas avoir des comportements. La plupart des personnes atteintes du TSAF n'ont pas de défauts physiques, comme que je disais, les traits faciaux. C'est facile de croire qu'ils pourraient faire mieux si qu'ils essayaient plus fort. Les
incapacité ne se manifeste pas à l'extérieur. Ils ont un rythme cognitif qui est plus lent en raison de la difficulté que le cerveau rencontre pour essayer de traiter l'information comme il faut. Lorsqu'on essaye de travailler sur un mot ou une phrase, la personne a déjà passé à d'autres choses, puis c'est plus difficile. Puis ça, je ne l'ai jamais compris comme une journée que j'ai été rencontrer un client. C'était en fin de journée, j'étais épuisée, c'était un ado. J'avais eu plusieurs rencontres dans la journée. Il était rendu comme 5 heures, tard dans la journée. J'arrivais là, puis j'ai demandé, je l'ai salué, puis il ne m'a pas répondu. Je pensais, ouf, ça commence bien. Fait que là, j'ai dit, lui était dans un foyer de groupe, là. Ça faisait déjà 2 ans que je travaillais avec la famille, mais lui, je n'avais jamais eu l'honneur de le rencontrer. Fait que, on s'assit sur le sofa, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu aimes de faire? Il disait rien. 15, 16, 17 secondes après, il me dit, pêcher. J'étais comme, oh, ben moi, j'aime ça, pêcher. 15, 16, 17 secondes après, j'ai un sourire. Quelle sorte de poisson? On a aussi eu une belle conversation, là. Mais si ça avait été en début de journée, puis j'allais passer au Tim Hortons, là, moi, j'aurais été comme ça. Allô, comment ça va? Blablabla. Tu sais, ça aurait roulé beaucoup plus vite. Mais parce que j'étais fatiguée, on a tellement eu une belle conversation. Il était capable de... Il m'a partagé qu'il aimait beaucoup pêcher le bar. Moi, je connaissais le bar parce que je le pêche avec mes petits-enfants. J'ai montré des photos. Fait que ça a été une de mes plus belles rencontres, je dirais, avec un client. Ça fait que c'est vraiment de prendre le temps que ça prend. Les jeunes, comme ici, ça dit, des études indiquent que dans un contexte d'éducation verbale, les personnes atteintes du TSAF ne retiennent que tous les 3 mots. Et c'est pour ça, prendre son temps, puis prendre le temps que ça prend, va certainement aider dans la relation avec l'enfant. Au niveau de la mémoire, il peut avoir des difficultés à se souvenir des choses qui ont arrivé hier ou dans le passé ou même à l'école du jour à jour. Ça peut être comme avoir un nouveau cerveau chaque jour. Chaque jour, il y a un film, c'est un film que moi je l'ai vu en anglais, là, 51st Days, je pense. C'est chaque jour est comme une nouvelle journée pour la personne, mais c'est presque ça avec nos enfants parfois. Incapacité de se souvenir et à retenir des leçons de l'expérience, difficulté à se souvenir de la conséquence, de la séquence des choses, puis peut sembler mentir, mais il s'agit de faire remplir les blancs de mémoire. Puis au niveau de mentir, il faut vraiment comprendre le jeune aussi. J'ai un jeune, il y avait 9 ans. Après le congé de Noël, l'enseignante avait dit aux enfants qu'ils pouvaient partager une expérience qu'ils avaient eue dans le temps des fêtes. Fait que, chaque élève, à son tour, partageait des choses. Puis quand ça arrive à lui, il a dit qu'il avait été à Montréal, au Centre Bell, puis qu'il avait surveillé les Canadiens jouer contre Toronto. Ça fait, là, ça a continué. Un autre jeune qui a parlé. Puis quand c'est arrivé comme 2 jeunes plus loin, il y a un des petits gars qui dit, « Hey, per minute, il dit, Toronto n'a pas joué Montréal au Centre Bell dans le temps des fêtes. » Ben là, lui dit, « Ben oui, je les ai vus. » La chicane a composé, fait que l'enseignante a tout arrêté là. Fait que ce soir-là, elle a appelé la mère, puis la mère lui raconte ceci. Durant le temps des fêtes, papa est un conducteur de camion de 18 roues. Rendu à Montréal, le père a fait une crise cardiaque. Fait que la mère et le jeune ont pris l'avion puis ont monté à Montréal. Durant le temps qu'il est à l'hôpital, la mère avait apporté des DVD, puis pour que le jeune, pour essayer de le tenir occupé. Fait que le jeune, la mère avait des parties de hockey, Toronto, Montréal, qui jouaient au Centre Bell. Fait que le jeune avait surveillé ça. Dans une journée que, dans l'après-midi, le papa allait passer beaucoup de tests. Fait que la mère dit, veux-tu, on va aller visiter le Centre Bell.
Fait que mère et fils descendent au Centre Bell, tu peux aller visiter. Puis dans le temps qu'ils étaient là, ça a donné que les Canadiens de Montréal pratiquaient sur la glace. Fait que le jeune est à Montréal. Il a surveillé une partie de hockey Montréal contre Toronto. Il a été au Centre Bell, mais ce n'est pas la même histoire. Fait, comprenez-vous un petit peu ce que je veux dire? C'est que c'est vraiment leur perception devient leur vérité. C'est ça que j'essaie de dire. Je pense qu'aussi, comme le vocabulaire est affecté, puis leur façon de raisonner certaines choses, des fois, la façon dont eux, ils expriment ce qu'ils ont vécu, c'est pas nécessairement notre même perception. C'est ça le problème, là, ouais. Exactement. Exactement. Il faut vraiment reformuler notre manière de penser, de penser. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ça se peut qu'ils ne peuvent pas. Fait que prévoir des problèmes va éliminer l'escalade et la surcharge de stimuli. Assurer une supervision constante pour éviter les crises. Mieux vaut prévenir que gérer des crises. Enseigner les attitudes de vie quotidienne et incorporer l'apprentissage d'après leur force. Des stratégies qu'on sait qui fonctionnent, réduire la stimulation aux besoins, mettre des endroits tranquilles à leur disposition pour qu'ils peuvent se reposer parce que l'anxiété est très élevée parfois. Allez-y lentement, ça je vous ai déjà dit ça. Favoriser l'interdépendance et non l'indépendance. Répéter et enseigner si on ne peut pas le dire assez. Ce qu'on suggère, c'est ce qu'on appelle les 8 clés magiques. La structure est essentielle. Toujours faire les mêmes choses, coucher à telle heure, se lever à telle heure, va certainement aider. Garder la routine autant que possible. La supervision peut être nécessaire parce qu'ils sont vulnérables. Garder les choses aussi simples que possible au niveau du langage, dans la mesure du possible. Essayer de tout décortiquer comme en étapes. Ça, je vous ai dit ça, une étape à la fois. Vous enseignez une habileté, le modelage et les jeux de rôle sont très efficaces. Aussi, la routine, dans la mesure du possible, la consistance, garder le même langage, puis les mêmes stratégies, être aussi spécifique que possible, aussi concret que possible, puis la répétition. Ça se peut que vous allez être obligé de répéter les mêmes directives à plusieurs reprises, mais ils vont finir par l'apprendre. Réduire la stimulation aux besoins, mettre des endroits tranquilles, ça je vous ai dit ça. Commencer par leurs forces, parce qu'ils ont des forces innées. Ils sont empathiques, amicales, curieux, ils sont bons avec les plus jeunes, ils sont bons avec les animaux, ils veulent faire plaisir, ils aiment aider. Si vous leur demandez s'ils peuvent vous donner un coup de main, vous allez avoir un petit bonhomme ou une petite madame qui va être très heureux. Déterminés, des grandes forces face à l'adversité, ils sont très résilients, ils apprennent mieux un à un, des mémoires visuelles, si vous êtes capable, d'apprentissage par exploration, c'est sûr. D'habitude, la dysmaturité, c'est à peu près la moitié de l'âge chronologique. Donc, si vous avez un enfant de 10 ans, allez penser à un enfant comme de 5 ans. Au niveau du langage, les attentes, ça va certainement aider. Ils sont très créatifs, artistiques. Il y en a qui sont très bons musicalement, énergétiques, athlétiques, affectueux. Ça fait commencer par leur force. Puis la clé du succès pour nos jeunes, c'est certainement la relation. S'ils ont une relation de confiance avec vous autres, puis vous prenez votre temps, puis vous les comprenez, vous allez être capable, vous n'allez pas les effets secondaires. Ils vont être beaucoup mieux, puis atteindre beaucoup plus de succès. Donc, c'est un de nos jeunes, il s'appelle Ben. Il lui dit, le TSAF existe. Moi, je suis Ben. Chaque personne qui vit avec le TSAF possède des forces et des besoins uniques. Comprendre leurs forces et leurs besoins
est essentiel pour offrir une approche respectueuse et centrée sur la personne. Ça va leur permettre d'être productifs, significatifs et de vivre une vie pleine de joie, d'amour et d'acceptation. La personne d'abord, ensuite l'handicap. Ça, c'est notre équipe au centre d'excellence. Quand on a commencé en haut à gauche, c'est à peu près ça, notre équipe. Puis là, la grosse photo que vous voyez, on n'est plus la même gang. Fait qu'il y a plus de monde. On couvre toute la province du Nouveau-Brunswick. On a un bureau à Hamilton, on a un à Moncton, à Fredericton et à Saint-Jean. Puis on a aussi 2 agents communautaires des communautés des Premières Nations. Il y en a une qui couvre la moitié de la province du Nord, puis l'autre qui couvre la province du Sud. Attends, là, il y a quelqu'un qui avait posé une question à Oui. propos des mensonges, puis ça, Oui. il avait comme mélangé les 2 histoires ensemble dans sa mémoire. Oui. Qu'est-ce qui arrive vraiment, ces enfants-là, ils se souviennent des petits bouts de morceaux ici et là, et ils construisent leurs propres souvenirs, ou c'est pas eux autres mêmes, c'est leur cerveau qui met ça ensemble, puis c'est ça le souvenir qu'ils ont. Donc, si tu leur demandes à eux, est-ce que ça, c'est vraiment ce qui s'est passé? Ils sont convaincus à 100% qu'ils sont en train de te dire la vérité. Tu peux leur dire, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Ils vont se frustrer puis dire, non, c'est ça qui m'est arrivé, c'est comme ça que je m'en souviens, parce que c'est vraiment ça que leur cerveau leur dit. Puis c'est ça qui est difficile comme parent, quand tu sais, non, la chemise était bleue, puis il dit, non, la chemise, c'est ma chemise verte, c'est pas la bleue. Puis ils sont convaincus de ça. Donc, c'est vraiment aux parents ou à l'adulte de Oui. comprendre puis se dire, OK, on va juste laisser faire ça. C'est sa façon de comprendre ce qui s'est passé. Puis on va pas le corriger, quoi. C'est ça. Exactement. Merci. Oui, c'est en plein ça. Parce que leur perception devient leur vérité. Fait qu'il y a des choses que, oui, il va falloir adresser, mais il y a des choses, comme tu dis, si c'est bleu ou vert, il y a des choses qu'on peut laisser quand même passer. Donc, à notre centre d'excellence, les services qu'on peut offrir, ce qu'on fait, on est un programme provincial bilingue axé sur le développement de la capacité communautaire. On fait de la prévention. On fait une évaluation diagnostique de 0 à 18 ans. Mais si on a la référence, on a jusqu'à ce que l'enfant a 21 ans pour la clinique. On ne fait pas d'adultes encore, mais on est en train de créer des cliniques diagnostiques satellites autour de la province qui vont certainement faire avancer nos cliniques. On fait des consultations cliniques, on offre du support pré- et post-clinique. On fait de l'éducation, des formations comme à soir. On fait des formations individualisées aussi, puis aussi qui est culturellement approprié et sécuritaire. On fait l'inclusion des clients et des familles partenaires. On fournit une expertise de la matière dans le domaine du TSAF. On renforce les capacités de la communauté par l'engagement du public. Le diagnostic du TSAF est effectué par une équipe interdisciplinaire avec l'intégration des aînés lorsque nécessaire. Puis je vais vous montrer, ça va vous aider à comprendre un petit peu là. On a nos coordinateurs communautaires régionaux, puis des agents de liaison de Premières Nations. On dit que c'est la clé de notre succès. On est aussi assurance de la qualité et standardisation de la prestation des services. On est le seul au Canada, je pense, pour cet agrément Canada aussi, qui a été reconnu. Les critères de référence, c'est ça, 0 à 18 ans. Ils ont besoin d'être un résident du Nouveau-Brunswick, avoir la carte de Medicare, confirmation ou soupçon d'exposition prénatale à l'alcool, avoir rempli un formulaire de référence, démontrer des signes et des défis, c'est sûr, à la maison, à l'école, dans la communauté. On a besoin du consentement du tuteur légal. Puis aussi, les jeunes peuvent s'auto-référer si c'est des ados.
Donc, chez nous, on teste 10 domaines du cerveau. Puis ça, c'est fait par l'ergothérapeute qui fait des habiletés motrices. Le pédiatre, c'est sûr, qui fait la neuroanatomie. L'orthophoniste fait le langage. Puis la psychologue fait cognition, les rendements scolaires, la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives, la régulation de l'affect, puis le comportement adaptif. Donc, ça, c'est sur étalé sur 4 jours. La dernière journée, la famille reçoit le résultat, puis ils vont partir avec un document préliminaire avec toutes les recommandations. Puis ensuite, quelques mois plus tard, ils vont recevoir le document final avec les recommandations qui vont être les mêmes, mais tous les détails des testings qui ont été faits sont envoyés chez le médecin de famille ou le pédiatre de l'enfant, puis sont disponibles sur demande. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les 10 domaines du cerveau. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Encore du temps. Donc, au niveau de la neuroanatomie, c'est sûr que c'est le physique aussi, mais il peut avoir une tête un petit peu plus petite. On appelle ça une microcéphalie. Les troubles de convulsion, des anomalies avec l'imagerie, par exemple, comme le EEG, des choses comme ça, compatibles avec une exposition prénatale à l'alcool. Ensuite, fonction exécutive, il peut avoir des difficultés avec la planification, les séquences, la résolution de problèmes. Puis comme vous vous rappelez sur la vidéo, il disait que les fonctions exécutives, c'est le frontal du cerveau. Fait que c'est là qui est la partie d'habitude qui est le plus affectée. Ils ont plus de difficultés avec l'organisation, l'impulsivité, l'hyperactivité, difficulté à comprendre le cause à effet, puis être capable de contrôler les comportements. Puis aussi d'être capable d'identifier, comme il disait dans la vidéo, qu'est-ce qui est une menace à l'enfant. L'anxiété est tellement élevée qu'ils ont plus de difficultés avec ça. Difficultés avec des transitions et des changements. Ils vont répéter les mêmes erreurs. Difficultés avec des concepts, des idées, des choses abstraites. Être aussi concret que possible va certainement aider. Les comportements adaptifs, ils peuvent ne pas comprendre des limites personnelles et trouver des difficultés à lire les indices sociaux, le non-verbal, socialement, émotionnellement immatures. Ils peuvent se comporter de manière plus jeune que leur âge. Ils vont souvent s'accorder avec des enfants plus jeunes. Et c'est parce que c'est ça qui est leur niveau développemental. Les compétences motrices peuvent être difficiles. Difficultés avec l'équilibre, la force, ça peut être la coordination, même les motricités fines, difficulté à écrire, à utiliser un crayon. La régulation de l'affect, qui inclut l'anxiété, le déséquilibre de l'humeur, réussite académique, il peut rencontrer des difficultés à l'école au niveau de la lecture et les mathématiques. Et je saute, je m'excuse, c'est parce que je ne peux pas voir mon logo. Je vais m'assurer que je vous donne toute l'information, puis je n'ai pas de notes. Au niveau de l'attention, ils peuvent être facilement distraits. Ils peuvent prêter attention et rester immobiles, être capables de se concentrer. Ça peut être difficile pour les autres. Au niveau de la cognition, difficulté à raisonner, à planifier la résolution de problèmes, comprendre des idées complexes peuvent être difficiles. Au niveau du langage, des retards dans le développement du langage, difficulté à comprendre des conversations, peut bien parler, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont vraiment bien compris. Ils peuvent répéter, comme que je dis, mot pour mot, ce que vous leur avez demandé de faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont compris. Au niveau de la mémoire, difficulté avec la mémoire à long terme, court terme, ça peut être la mémoire du travail. Ils peuvent sembler, comme on disait, mentir, mais en réalité, ils comblent les vides qu'ils manquent dans leur mémoire, comme que tu as bien expliqué, Patricia, aussi. Difficulté à accéder, sélectionner, organiser les informations quand nécessaire.
On a un partenariat avec les Premières Nations pour une meilleure santé. On appelle ça le modèle de prestation des services du capteur de rêve. Puis on respecte beaucoup les Autochtones parce qu'ils nous guident, ils nous aident énormément. Le modèle fut créé afin de répondre aux besoins des personnes atteintes du TSAF, la famille, mais toute la communauté, en livrant un programme qui est à la fois culturellement approprié et sécuritaire. On veut répondre aux appels des recommandations qui ont été faites. Celle numéro 33 puis 37, je pense qu'il est là. Je ne peux pas voir. C'est ça que c'est 37? 33 et 34. 34, excusez. Puis ça, c'est spécifique au TSAF. Le modèle de prestation des services du capteur de rêve tisse l'intégration des politiques et procédures occidentales avec le modèle de paix des Premières Nations. Puis on sait que si le jeune est bien entouré et encadré avec un support, avec autant possible de tous les domaines, le jeune va atteindre beaucoup plus de succès. Parce que si une personne se retire, c'est tellement bien tissé que le jeune, on va être capable de le soutenir, lui et sa famille. Il s'agit d'une responsabilité partagée entre nous tous, aider à supporter l'interdépendance et faire en sorte que le client puisse atteindre le succès, le plus succès possible en toute sécurité. Parce que le TSAF est un handicap unique et complexe, ça nécessite un soutien et des interventions uniques. On a besoin de votre aide. Cécile, c'est une mère adoptive qui dit que les enfants avec le TSAF ont besoin de compréhension, de compassion, ils ont besoin de temps, de support, puis beaucoup d'amour. On a une petite question dans Oui. notre groupe Facebook, Maria. C'est Oui. comment savoir si un enfant autiste a aussi le TSAF? C'est une bonne question. C'est de faire une référence. On peut faire une référence au centre. Moi, je connais pas beaucoup l'autisme, mais de ce que je sais, les enfants avec l'autisme, le cause à effet, ils vont comprendre une conséquence. Ils vont apprendre par une conséquence. Tandis que nos enfants avec le TSAF ne comprennent pas avec une conséquence. Pour les autres, c'est comme une injustice parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de mal. Fait que je dirais que ça serait probablement ça, la différence. Ouais, parce que ce qui arrive, c'est avec les deux, il y a beaucoup des symptômes parce que finalement, pour les deux diagnostics, on travaille les symptômes qui arrivent. Puis il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais c'est ça, tu vas trouver quelques-uns qui sont différents. Et comme tu dis, ça, c'est le plus gros, c'est ne pas comprendre les conséquences. Donc, ils apprennent pas des erreurs qu'il faut ou une punition, ça va pas leur empêcher de faire la même erreur une autre fois ou la même chose une autre fois. Ils font pas la relation. C'est ça. Les autres, c'est comme une injustice parce qu'ils savent pas ce qu'ils ont fait de mal. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? C'est écrit, tu as juste le Centre d'excellence en troubles du spectre d'alcoolisation fétale. Comment nous joindre? Oui. Voilà. Oh. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est la fin du slideshow. Veux-tu arrêter ton partage? Oui. Parfait. OK. Là. Parfait. Moi, Puis j'ai de là, la difficulté avec l'écran. Je ne vois pas, là. ben, on va donner la chance à tout le monde de poser leurs questions, là. Je veux juste d'abord faire un au revoir au monde qui est en train de nous regarder sur Facebook parce que pour la partie questions-réponses, on arrête l'enregistrement. Donc, juste pour vous laisser savoir ça. Mais autrement, ça y est, on peut